Bonjour à tous et à toutes, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver pour cette interview avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour David. Merci de nous consacrer du temps et de répondre à ces quelques questions. Eh ben, c'est avec plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je suis consultant en communication, donc je suis spécialisé sur tout ce qui est prise de parole en public et tout ce qui est conception de PowerPoint efficace. Et je suis également comédien, imitateur, improvisateur, voix off, auteur. Et je suis aussi un ancien ingénieur en informatique. J'ai été pendant 12 ans ingénieur en informatique dans des grandes entreprises comme General Electric et comme Google. Mais je suis consultant en communication depuis maintenant plus de 5 ans. Voilà, Super. Alors, la prise de parole en public, ça te connaît du coup? tout Euh, à fait. Est-ce que tu pourrais partager avec ta communauté euh, comment on peut prendre la parole en public de manière, on va dire, simple et efficace, en sachant que bah, effectivement la prise de parole en public, c'est quelque chose qui peut faire peur. D'ailleurs, de mémoire, c'est une des plus grandes peurs, enfin une des peurs les plus répandues au travers le monde. Pourtant, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, parfois on n'a pas le choix et pour convaincre les gens de rejoindre notre projet, on a parfois besoin de prendre la parole en public. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager des astuces par rapport à ça? Alors pour moi, dans la prise de parole en public, ouais, il y a trois choses qui sont importantes. La première chose, c'est de bien préparer déjà, vraiment de bien structurer son message, d'être sûr de ce qu'on veut dire, c'est-à-dire de savoir quel est son message principal, qu'est-ce qu'on a envie de dire. Il faut le résumer en une phrase, se dire, bah voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que mon entreprise, elle est super innovante dans le domaine des réseaux sociaux. C'est de la structurer ensuite, ce message principal, de structurer ensuite en trois sous-messages qui seront aussi des messages super importants, super forts. Et puis voilà, de se dire qu'on va être synthétique, on va être efficace dans cette prise de parole. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, souvent la prise de parole en public, maintenant dans 90% du temps, on l'accompagne d'un PowerPoint. On a souvent un PowerPoint derrière soi. Et ce qui se passe parfois, c'est que l'orateur se met à regarder derrière lui et à lire son PowerPoint, ce qui est absolument contre-productif, puisque en général, le public n'est pas là pour qu'on lui fasse la lecture. Donc l'idée, c'est de faire un PowerPoint qui soit quelque chose de visuel et qui soit un vrai complément au discours oral. Donc il y a des techniques pour travailler là-dessus et pour éviter de faire un PowerPoint qui soit juste un prompteur. Et enfin, la troisième chose pour moi qui est la chose importante, c'est bien entendu, quand on prend la parole, qu'est-ce qu'on renvoie comme image avec son corps, avec son visage, avec sa voix et avec les mots qu'on utilise. Et donc, pour moi, dans cette partie-là, il y a quand même une chose qui est très très importante, puisque quand on prend la parole, c'est pour convaincre les gens d'adopter un point de vue qui est le nôtre, la plupart du temps. Et ben, il est important de renvoyer une image de confiance en soi, de leadership, de OK, je suis là, je sais ce que je viens de dire, et que même s'il y a des moments où on est déstabilisé, bah, d'être capable de renvoyer quand même cette image de j'ai confiance en moi, tout va bien. Et donc, en fait, on se rend compte ici que ça se prépare une prise de parole en public. Comme un entretien d'embauche se prépare ou comme un entretien avec un client se prépare également. Ouais, c'est vraiment un truc super important la préparation parce que c'est aussi le seul vrai moyen efficace de lutter contre le trac. C'est-à-dire que quand on regarde, euh, quand on regarde un peu le web pour savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre le trac ou qu'on voit certaines formations, on nous dit plein de choses qui sont super intéressantes, du style c'est important de bien respirer avant de prendre la parole en public, c'est important d'avoir une pensée positive, d'imaginer le succès. Ça, ce sont des choses qui marchent, qui sont importantes à faire, mais ça ne doit pas masquer le seul vrai truc important, c'est la préparation, comme tu dis. C'est-à-dire que quand on prend la parole en public, on se retrouve dans une situation qui est une situation un peu inconnue. On vient parler d'un sujet dont on n'a pas forcément déjà parlé avant, dans une salle qu'on ne connaît pas forcément, devant un public qu'on ne connaît pas forcément. Donc, bah, c'est normal, on a le trac, quoi. Ce que les anglophones appellent les papillons dans l'estomac. Je trouve que c'est une belle image, ça parle bien. C'est vraiment ce moment où on est là et on sent que ça va pas et qu'on aimerait être n'importe où ailleurs que là, devant ce public, à ce moment-là et sur ce sujet.
Et en fait, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que plus on arrive à automatiser une action, c'est-à-dire à faire en sorte qu'elle soit le plus instinctive, le plus automatique possible, eh bien, plus on réduit son stress dans cette situation. Ça veut dire que la préparation, c'est ce que je disais tout à l'heure, structurer son message, avoir un message principal et structuré de manière efficace, mais c'est aussi répéter, 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 répéter. Alors répéter d'abord tout seul, puis après, si on en a la possibilité, répéter devant un public. Alors si on est en entreprise, ça peut être des collègues, mais ça peut être aussi sa famille, ça peut être des amis. L'idée, c'est vraiment de se mettre le plus possible dans une situation qui va vraiment être proche de la situation dans laquelle on sera quand on prendra la parole en public, pour pouvoir développer des automatismes, pour pouvoir se mettre sur les bons rails. Et une fois qu'on est sur les bons rails, bah, normalement, le train, il déraille pas, quoi. Il n'y a aucune raison qu'il déraille. Donc, répéter, 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 c'est vraiment la clé d'éviter au maximum le trac. Et donc, on est presque, en prenant la parole en public, on est presque un artiste, on est presque un acteur. Enfin, quand on regarde Steve Jobs ou Gad Elmaleh, quand ils vont sur scène, effectivement, avant ça, il y a des heures de répétition et on ne s'en rend pas forcément compte sur le tas. Et c'est vrai que voilà, ils doivent préparer parce que sinon, ils se ils se viandent sur scène et c'est pas Ouais. l'idéal non plus pour faire passer un message. Tout à fait. Et ouais. C'est-à-dire que c'est vrai que il est marrant, c'est marrant ce que tu dis, c'est-à-dire le parallèle entre Steve Jobs et Gad Elmaleh, qui a priori font quand même pas le même métier. Gad Elmaleh, c'est un humoriste qui vient sur scène pour amuser les gens, pour les distraire, pour qu'à la fin, bah, ils aient payé en général relativement cher, mais qu'ils aient passé un super moment en compagnie de Gad Elmaleh. Steve Jobs, c'était un entrepreneur, il était là pour vendre des produits. Mais ce qu'on relevait quand même chez Steve Jobs, c'était effectivement le côté ultra scénique de ce qu'il faisait, c'était le côté, le show, quoi. Et ça veut dire que, ouais, Steve Jobs, c'était un gars, il était ultra perfectionniste, mais il avait raison d'être ultra perfectionniste parce que ses prises de parole en public, elles étaient millimétrées, elles étaient super réglées. Il y a un exemple qui est intéressant d'ailleurs, c'est quand il a présenté le premier iPhone, Steve Jobs, donc en 2007. Donc il avait un message clé qui était super important, qui répétait tout le temps, qui était Today, Apple reinvents the phone. Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone. Donc c'est effectivement ce qu'ils ont fait avec l'iPhone. Et il y avait à un moment donné un souci technique qui fait que bah, ça marchait plus, on voyait plus l'image de son iPhone, enfin il y avait un truc qui allait pas. Et en fait, Steve Jobs, il était tellement à l'aise dans sa présentation, parce qu'il l'avait répété des dizaines et des dizaines de fois, que ça l'a pas plus gêné que ça, qu'il a trouvé le moyen d'improviser pendant 3 minutes, le temps que les techniciens derrière puissent régler le problème. Alors il a raconté une histoire où il était dans son garage, voilà, et puis qui faisait un truc. C'était un truc super drôle. Et après, quand ça a marché, il est revenu sur ses rails. Et ça, s'il n'avait pas été super préparé, il n'aurait pas réussi à le faire et il aurait été déstabilisé. Mais il était prêt. Et le deuxième parallèle avec ce que tu dis, le fait d'être comédien, c'est que quand on prend la parole en public, on est soi, comme un artiste qui vient faire du stand-up, comme Gad Elmaleh, il est soi, c'est lui qui vient nous parler, mais on est une version de soi qui vient prendre la parole devant un groupe. Donc, on est la version de soi qui vient convaincre les gens de quelque chose, on est la version de soi qui est enthousiaste, qui est dynamique, qui est passionné pour son sujet. C'est ça aussi le côté comédien de la prise de parole en public. Et en plus de ça, il y a des techniques qui sont utilisées dans le théâtre, dans l'improvisation théâtrale, dans le one-man show, et qui sont utilisées également dans la prise de parole en public. Je parle de techniques même juste corporelles. Le fait, par exemple, je vais donner un exemple, le fait d'être ancré au sol. Ancré au sol, ça veut dire avoir les deux pieds bien dans le sol et ne pas bouger avec ses pieds. Ça nous arrive parfois de voir des orateurs qui bougent avec leurs pieds. Du coup, ça donne un effet brouillon et on a, plus ou moins consciemment, moins envie de leur faire confiance. Cette technique de l'ancrage au sol, c'est une technique de comédien qu'il faut utiliser à tout prix dans la prise de parole en public. Donc, si on veut professionnaliser ces prises de parole en public, on peut aussi se diriger, par exemple, vers des cours de théâtre ou des cours d'improvisation théâtrale pour justement allier cette présence, ces outils pour une présence scénique meilleure.
Oui, oui, tout à fait. Alors, je vais prendre mon exemple, hein, c'est l'exemple que je connais le mieux, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé le théâtre quand j'étais au lycée, et puis j'ai découvert l'improvisation théâtrale quand j'étais à l'université à Paris. C'était vraiment les débuts il y avait très peu de ligues d'improvisation théâtrale. Aujourd'hui, il y en a partout, en France, en Belgique, en Suisse, vraiment dans la plupart du monde francophone et également dans le monde anglophone. Et moi, quand j'ai commencé l'improvisation théâtrale, j'ai vraiment découvert ça. J'ai découvert euh, que être sur scène, c'est vraiment un acte volontaire. On décide de monter sur scène et que si on veut réussir à conquérir le public qui est en face, on n'a pas le choix. On ne peut pas être juste à moitié. Il faut tout donner. Il faut donner, 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 donner. Et dans une prise de parole en public, même si c'est en entreprise, même si c'est devant un public dit entre guillemets sérieux, eh ben on doit tout donner si on veut vraiment faire passer ses idées. On n'a pas le choix. Sinon, on est tiède. Et si on est tiède, ça passe pas. Super. Alors, par rapport, par rapport au fait d'être convaincant, tu nous as donné, on va dire, trois étapes lors de la première question. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires à prendre en considération? Et est-ce qu'on peut considérer aussi le fait qu'on euh, qu'on fait de la manipulation? Donc, manipulation, ça peut être de la manipulation positive, hein, c'est pas spécialement un terme péjoratif. Mais donc, est-ce qu'on peut considérer que en essayant de convaincre, l'objectif c'est de convaincre lorsqu'on prend la parole en public, est-ce qu'on manipule le public? Ah ouais, ça c'est une vraie question parce que il y a une frontière entre l'influence et la manipulation, et cette frontière, elle n'est pas forcément hyper claire. Et alors, la manipulation, qu'est-ce que c'est? La manipulation, pour moi, c'est quand on influence les gens, mais de manière à leur faire des choses qui sont contre leur intérêt à eux et qui sont dans son unique intérêt à soi. Donc, je pense que quand on a le sentiment qu'on fait ça, qu'on fait agir les gens contre leur intérêt et dans son intérêt à soi, là, on est dans la manipulation et c'est avec la conscience de chacun, mais pour moi, c'est vraiment pas un terrain sur lequel il faut s'aventurer. L'influence, c'est l'idée de dire j'ai des idées qui, pour moi, euh, pour lesquelles, pour moi, il est essentiel que ces idées, elles soient partagées par le plus grand monde, pas non pas pour mon intérêt personnel, mais parce que j'estime que si tout le monde partage ses idées, bah, le monde ira mieux. Donc, les techniques vont être les mêmes, c'est-à-dire utiliser par exemple des choses qui vont toucher à l'émotion des gens, raconter des anecdotes par exemple, ou leur parler de leur vécu, des phrases qui commencent par bah, il vous est certainement déjà arrivé de, ou alors utiliser des analogies pertinentes, des choses qui leur parlent. Les techniques vont être les mêmes, mais le but va pas être le même entre la manipulation d'un côté et l'influence de l'autre côté, où là on est dans une démarche positive. Alors si je reprends l'exemple de Steve Jobs et de son iPhone, est-ce qu'on est dans l'influence parce que un des grands trucs d'Apple, c'est de dire bah on est là pour changer le monde et pour que le monde soit meilleur, ou est-ce qu'on est dans la manipulation parce que bah, on vend finalement des choses qui sont des téléphones, qui sont pas forcément essentielles à la vie, qui coûtent très 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 cher, à chacun de décider. On peut dire aussi que c'est à nous à décider de se laisser influencer ou pas, en tant que consommateur dans ce cas-ci, ou en tant que, si on va voir un spectacle ou une prise de parole en public, on peut aussi décider d'être ouvert, mais ne pas spécialement se laisser influencer par le message qui est donné. On peut très bien décider de ne pas se laisser manipuler, du coup, influencer, manipuler. C'est vrai que la frontière est parfois très, très, très très petite entre l'influence et la manipulation. Et donc, Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu dis, hein, le spectateur, celui qui vient assister à une prise de parole en public, il a sa responsabilité. Après, bah, on sait qu'il y a des gens qui sont quand même hyper persuasifs et si on a en face de soi des gens qui sont très très réceptifs à tel ou tel discours, on peut aller dans des manipulations qui sont quand même très très graves. On le voit dans l'actualité aussi tous les jours. Donc le spectateur a sa responsabilité, mais l'orateur a quand même une grosse responsabilité là-dedans. alors, concernant la prise de parole au travers de vidéos, est-ce que fondamentalement c'est la même chose? Donc, je suppose qu'on peut préparer sa vidéo, sa prise de parole en vidéo. Est-ce qu'il y a des choses à prendre en considération en plus
qu'une prise de parole classique face à un public? Euh, la vidéo, ce qui se passe, c'est que les vidéos qu'on trouve sur YouTube, sur Dailymotion, etc., en général, c'est des formats qui sont quand même assez courts. On voit rarement des vidéos qui durent plus de 10 minutes. Et moi, j'aimerais bien voir les statistiques sur ces vidéos qui durent 10 minutes. En vrai, combien de personnes les suivent jusqu'au bout. Donc, on est vraiment dans un format quand même court. Ça veut dire qu'on est obligé d'être ultra percutant tout de suite et sur un laps de temps très court. Et pour moi, je trouve que c'est un excellent exercice de faire des vidéos parce que ça oblige à vraiment synthétiser au maximum sa pensée et puis à trouver les trucs qui vont faire qu'on va être intéressant. Parce que on le fait tous, on va sur YouTube, on clique sur une vidéo. Si on n'est pas intéressé dans les 10 premières secondes, bah on va zapper vers autre chose parce que sur YouTube, on a toutes les suggestions qui vont à côté. On regarde, on fait ah ouais, ça a l'air bien aussi, hop, on clique. Et la première vidéo, on l'a oublié. Donc, quand on fait de la vidéo, il faut être ultra percutant. Après, il y a d'autres aspects qui sont là. C'est aussi tout ce qui est mise en scène. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo, bah, on parle dans un lieu qu'on a choisi, on s'habille comme on l'a choisi, on se coiffe, on se rase, voilà, on fait ces choix-là. Donc, il faut savoir qu'est-ce que chacun de ces choix va renvoyer comme message au public. C'est-à-dire que si je me filme dans mon jardin, ça va pas renvoyer la même image que si je me filme devant un mur blanc, et ça va pas renvoyer la même image que si je me filme sur une plage à Copacabana. Ça va pas être la même image. Donc, on voit par exemple des blogueurs influents qui démontrent qu'on peut, par exemple, gagner beaucoup d'argent en étant tout le temps en vacances. Donc en général, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se filment en vacances parce que ça participe du message qu'ils veulent renvoyer. Donc quand on fait une vidéo, il faut savoir qu'on a vraiment la main là-dessus, sur l'image qu'on veut renvoyer, par le décor qu'on utilise, par la manière dont on s'habille, dont on se présente et par la manière dont on parle. On a vraiment la main là-dessus. Donc il faut toujours se poser la question et dire, OK, moi je veux renvoyer telle image. Du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en scène et rajouter encore pour renvoyer cette image. Et puis la deuxième chose quand on fait une vidéo aussi, c'est que comme on veut être plus percutant et puis que comme il y a quand même le filtre de l'écran, de l'image, à mon sens, quand on fait une vidéo, il faut aller encore plus loin dans la passion, l'enthousiasme, le dynamisme, la communication que quand on est face à un public. Il faut aller vraiment aller chercher ça parce qu'il faut être percutant de manière hyper efficace. Et du coup, si on veut renvoyer la simplicité, on pourrait très bien se filmer avec une simple webcam, avec le mur de chez soi derrière, sans artifice ou sans fond vert. Sans... Il n'y a pas besoin d'investir du coup dans des centaines et voire des milliers d'euros dans du matériel pour avoir une vidéo professionnelle. On peut très bien décider du coup d'être authentique et simple. Oui, bah moi dans les vidéos que je fais, soit les vidéos que je mets sur YouTube en accès libre, ou soit les vidéos que j'utilise pour mes formations en ligne, je me filme devant un mur blanc parce que comme ça, ce qui attire l'attention, c'est vraiment moi, ce que j'ai besoin de transmettre. Après, sur les aspects techniques, c'est-à-dire le matériel, là, c'est sûr qu'on aura un meilleur résultat avec une vraie caméra qu'avec sa webcam ou avec son téléphone, qu'on aura un meilleur résultat avec un micro de bonne qualité, un micro-cravate de bonne qualité qu'avec le micro de son téléphone. Mais on a maintenant, avec le matériel qu'on a, on a quand même des résultats qui sont satisfaisants. Donc je pense que la première étape, c'est on peut se filmer avec son téléphone, il y a pas de problème, ça peut être une première étape. Moi j'ai deux trois vidéos sur ma chaîne où je me suis filmé avec mon téléphone. Et bah voilà, quand on voit que ces vidéos ont quelques vues, qu'on a envie de passer à l'étape supérieure, on peut investir dans du matériel. Ça revient pas à très très cher, hein. Euh, le micro, moi j'ai acheté un micro cravate, il m'a coûté 100 euros, donc c'est un investissement, mais bon, faut voir quel est le retour sur investissement derrière. Et c'est vrai que le son, il est important aussi dans la vidéo. Quand on parle vidéo, on pense souvent à l'image, mais le son, il est important. Et j'avais lu une enquête qui disait qu'en fait, les gens vont avoir plus rapidement tendance à zapper, non pas parce que l'image est de mauvaise qualité, mais plutôt parce que le son est de mauvaise qualité. Peut-être parce que c'est plus insupportable à l'oreille d'avoir un mauvais son et que du coup, si on n'est pas super captivé, on se dit ok, je vais passer à autre chose parce que là, ça me gêne, quoi.
Donc, je dirais dans un premier temps, on peut utiliser le matériel qu'on a, les webcams, le téléphone, ces choses-là. Et dans un deuxième temps, si on a envie d'aller un peu plus loin dans la vidéo ou de faire des formations en ligne qu'on veut vendre, dans ce cas-là, investir dans un peu de matériel. Après, moi, je suis pas un expert du matériel. J'ai regardé, j'ai fureté un peu sur le web pour savoir ce qu'il fallait acheter. Et puis, j'ai demandé conseil aussi, surtout en magasin. Je suis allé en magasin pour aller acheter un micro-cravate. J'ai demandé aux vendeurs. En général, ils sont très compétents. Et en fonction du budget et de ce qu'on veut faire, ils savent très bien ce qui va vous convenir. Oui, en plus, le matériel évolue tellement vite qu'on peut dire le nom d'une caméra ou le nom d'un micro maintenant, et dans un mois, c'est déjà obsolète. Donc, Tout à fait. effectivement, il vaut mieux aller se renseigner, demander peut-être à d'autres personnes dans son entourage qui font la même chose et qui ont déjà acheté du matériel, voir ce Mmh. qu'ils en pensent. Et Ouais, pourquoi pas se diriger vers du matériel d'occasion aussi, parce que parfois, ben, il y a des gens c'est vrai. qui achètent les nouveautés, alors que pour nous, ce qu'on a besoin de faire, ben, je veux dire, le matériel d'occasion peut très très bien convenir. Super. Et je voulais revenir sur le début des vidéos. Donc, en fait, il y a le système d'accroche, si je comprends bien, un petit peu comme le titre d'un article de blog. Si Mmh. le titre de l'article de blog ne donne pas envie de cliquer, ben, les personnes ne vont même pas lire les premières lignes de l'article. Donc, il faut peut-être commencer effectivement par une belle accroche au niveau de sa vidéo, plutôt que de se présenter. Donc, dans mon cas, Tout à ben, fait. plutôt que de dire bonjour, c'est David, je pourrais très bien dire bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, vous allez apprendre ceci, cela, cela. Puis je présente éventuellement mon projet et je passe au contenu de la vidéo par la suite. Ouais. Euh, Ça peut même être le contraire. C'est-à-dire que c'est de dire l'accroche en disant, ben voilà, dans cette vidéo, vous allez apprendre des tas de choses pour nanana. Et après dire, je suis David, je suis entrepreneur, et c'est possible en fait de faire dans ok, l'autre sens, de commencer vraiment par son accroche sans même dire qui on est, et après de se présenter. Moi, c'est ce que je fais systématiquement quand j'ai une formation ou une conférence à animer. Je commence par une accroche. Alors, il y a différentes techniques d'accroche. Ça peut être de donner un nombre frappant. Si je viens parler des réseaux sociaux, par exemple, je peux dire, est-ce que vous savez que tous les jours, nous sommes 1,2 milliard de personnes à nous connecter à Facebook? Tous les jours. Et après, je dis, bah voilà, je suis machin, je suis expert des réseaux sociaux. Ça peut être une anecdote. On peut commencer directement par une anecdote. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de nanana, et puis je raconte mon anecdote. Ça peut être une promesse. Par exemple, si je reprends l'exemple de Steve Jobs, sa promesse, c'était dès le départ, enfin, quasiment au début, c'était de dire, bah voilà, aujourd'hui Apple va réinventer le téléphone. C'était quasiment ce par quoi il a commencé. Bon, après, Steve Jobs, il n'a pas forcément besoin de se présenter quand il est devant un public non plus, hein. En général, les gens savaient qui il était. tout à fait. Ça peut être une citation, ça peut être une question. Si je repars sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être bonjour. D'après vous, quelle est la personnalité qui a le plus de gens qui le suivent sur Twitter? Alors là, les gens répondent, ah bah c'est le pape. Non, c'est Barack Obama. Non, c'est François Hollande. Ah, je rigole. Et en fait, c'est Justin Bieber la réponse. Donc du coup, voilà, ça crée un peu de trucs autour de ça. Et D'émotion, ouais. après, ça peut être une devinette. Bah là, c'est la devinette. Ça peut être le sondage aussi. Parmi vous, quels sont ceux qui ont un compte sur LinkedIn? Hop, les gens lèvent la main. Ah ouais, ça fait quand même 70% des gens, c'est pas mal, voilà. Et après, on se présente. Tout à fait. Et donc, si je résume, l'accroche, ça permet vraiment, premièrement, donc si on a deux publics, on a les personnes qui nous connaissent et les personnes qui ne nous connaissent pas. Les personnes qui ne nous connaissent pas, eh bien hop, directement, ils vont être accrochés si l'accroche leur parle forcément. De l'autre côté, les personnes qui nous connaissent ben, vont savoir de quoi traite la vidéo et peuvent zapper et passer à une autre vidéo si le contenu les intéresse pas, si l'accroche les a pas accrochés, on va dire ça comme ça, Ouais. pour le suite de la suite de la vidéo. Oui. Bah, l'objectif, c'est que l'accroche accroche tout le monde, hein. C'est-à-dire que ce soit les gens qui nous connaissent, que ce soit les gens qui ne nous connaissent pas. L'objectif, c'est quand même de faire rester les gens. Alors, si on part sur l'idée de la vidéo, on peut pas créer d'interaction, mais on peut rester sur le nombre, la statistique ou sur l'anecdote. L'objectif, c'est que même si a priori le sujet n'est pas forcément complètement intéressant pour eux, c'est que on a raconté une anecdote qui était tellement captivante qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous Qu'est-ce qu'il raconter veut dire? derrière? Ça a l'air super intéressant quand même. C'est-à-dire que pour les gens qui ne nous connaissent pas, on doit quand même à un moment donné dire qui on est. Pour les gens qui nous connaissent, si on estime que la vidéo va être regardée que par des gens qui nous connaissent, on n'a même pas, c'est même pas la peine de dire qui on est, quoi. Mais est-ce Ou qu'on dans le cas plus général de la prise de parole en public, si on n'est que face à des gens qu'on connaît, ou c'est comme quand on prend la parole en public, on a déjà dit bonjour à tout le monde parce qu'on les a croisés dans les couloirs, on les a vus avant de parler, tout ça, et on commence quand même sa prise de parole en public par bonjour. Ça n'a pas vraiment de sens en fait.
Ouais, tout à fait. Et est-ce qu'on peut aussi considérer que l'accroche peut permettre de faire le tri entre les personnes qu'on veut toucher et les personnes qu'on ne veut pas toucher? Donc dans mon cas, moi je veux m'adresser aux sociétés qui sont intéressées par exemple par l'utilité des réseaux sociaux pour l'entreprise. Eh bien, grâce à l'accroche, en expliquant peut-être effectivement une anecdote par rapport aux réseaux sociaux, hop, les personnes qui ne sont pas intéressées par les réseaux sociaux vont directement zapper et forcément c'est plus productif au niveau du message et de l'appel à l'action en fin de la vidéo. Oui, je vois ce que tu veux dire. Sur une vidéo, finalement, est-ce qu'on a envie de faire le tri? À la limite, si les gens qui sont pas forcément intéressés nous regardent quand même jusqu'au bout, ils vont rien acheter ou ils vont pas demander de conseils ou rien du tout, mais enfin, ils ont regardé jusqu'au bout. Donc, moi, cette idée de tri, j'adhère pas à 100% sur cette idée de faire le tri. Moi, je me dis, ok, moi, avec une accroche, j'ai envie de toucher un maximum de gens. Et puis, ceux qui passeront à l'action, tant mieux. Puis ceux qui passeront pas à l'action, ça aurait fait au moins une vue de plus sur cette vidéo. Et peut-être même qu'ils auront cliqué sur une autre vidéo parce qu'ils m'ont trouvé intéressant, même s'ils vont rien acheter. Mais bon, après, là, on rentre vraiment dans la dynamique des réseaux sociaux, tout ça. Donc, c'est un sujet forcément auquel je m'intéresse comme tout entrepreneur sur le web parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'aller voir comment ça marche, le référencement, d'avoir un compte Twitter avec plein de followers, d'être présent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo. Et c'est un sujet sur lequel on se penche tous, hein, en tant qu'entrepreneur sur le web. Ok, donc si je résume une prise de parole, en tout cas une structure de prise de parole, il y a l'accroche, pour accrocher, ça porte bien son nom, les personnes qui sont là. Il y a, on va dire, l'intérieur de la prise de parole qui est amener les personnes d'un point A au point B. Et Ouais. ensuite, à la fin, il y a un appel à l'action, donc proposer une action aux personnes et pour qu'ils puissent justement mettre en pratique et rester dans la dynamique de la prise de parole. Tout à fait. Ouais, l'appel à l'action, c'est important, c'est-à-dire de dire à la fin, ok, on a parlé, mais qu'est-ce que j'attends de vous maintenant? Qu'est-ce que j'attends de vous maintenant? Parce que toujours, si on vient s'adresser à un public, c'est que quelque part à la fin, on attend quelque chose d'eux. J'ajouterais un point important aussi, c'est quand on prend la parole, sur un format un peu plus long que sur une vidéo, quand on prend la parole, c'est de refaire des résumés de manière assez systématique, redire ce qu'on a dit. En tant qu'orateur, on aura certainement le sentiment de se répéter, mais pour le public, c'est important que les choses soient répétées plusieurs fois pour que ça s'ancre vraiment, vraiment, vraiment dans leur esprit. Et puis aussi pour qu'ils sachent à tout moment où est-ce qu'on en est. Par exemple, si je fais une intervention et que je parle de PowerPoint, je vais dire, bon, bah voilà, là, on vient de voir à quel point le visuel est important parce que ça marque plus les esprits et parce que ça permet de créer des émotions chez le public. Maintenant, on va voir comment faire une diapositive qui soit jolie. Voilà, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment résumé mon point 1, où j'avais décrit tout ça, et je marque clairement la transition entre mon point 1 et mon point 2. Le public sait exactement où il en est, et le message a été dit plusieurs fois, du coup, ça s'ancre là. Très important. Alors, avant de proposer une action, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de terminer les interviews et les conférences par un passage à l'action, euh, le silence, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Le silence, on le prend trop souvent comme un ennemi. C'est-à-dire que quand on prend la parole en public, on a peur du silence, quoi. Dès qu'il y a un silence, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont s'ennuyer, je vais être interrompu, ils vont avoir l'impression que je sais plus rien. Et donc, du coup, quand on prend la parole en public, et tous, parce que c'est hyper naturel, on a tendance à parler, 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 et oublier en fait que ces silences, mais ils sont super importants. Ils sont super importants pour trois raisons. La première, c'est parfois on a parlé de quelque chose qui mérite d'être un peu digéré, parce que c'est un peu compliqué. Du coup, on marque un silence, et c'est important que ce silence dure, allez, au moins 2 secondes. Il faut compter dans sa tête jusqu'à 2, en gardant la connexion avec le public par le regard. Là, donc, première chose pour que les gens puissent intégrer ce qu'on a dit. Deuxième raison, pour marquer une transition entre deux choses dans sa prise de parole en public, entre deux éléments clés. Ça peut être souligné également par un déplacement sur la scène. Et la troisième raison, ça peut être pour créer une sorte de suspense.
C'est-à-dire, voilà, là j'ai mis 2 secondes avant de dire le mot suspense. Du coup, ça crée une forme de tension. Les gens se disent, oh, qu'est-ce qu'il va dire? Le mot tombe, ok. Donc, bah, c'est assez théâtral. Finalement, on en revient à l'orateur comédien. C'est assez théâtral, mais c'est efficace aussi. C'est que quelque part, on tient son public, on a une manière de, entre guillemets, de le dompter, si on veut. Je suis pas très fan du mot, mais enfin, c'est peut-être aussi ce qu'on ressent. C'est ce moment où on tient son public et on sait qu'on peut l'emmener un peu où on veut, et on peut créer cette tension pour qu'ils aient envie d'avoir la suite. Et du coup, on les maintient toujours en attention. Donc le silence, très très important pour ces 3 raisons. Et puis aussi pour une petite quatrième, la raison bonus, qui est que la plupart d'entre nous ont des tics de langage, avons des tics de langage. Il y en a, c'est le E. La plupart du temps, c'est le E. Oui, bon, bah là, ce que je viens de vous dire, c'est un truc, au bout d'un moment, on n'entend plus que ça. C'est infernal. Et puis, il y en a d'autres. Moi, le mien, alors, je pense avoir réussi à bien le gommer. C'était voilà. C'est-à-dire que je finissais mes phrases avec voilà. Voilà. Et bah, on en entend d'autres. Il y en a plein. Donc, tout ça. Enfin, il y en a plein. Donc, une des techniques pour réussir à se séparer de ces tics de langage, c'est de les remplacer par un silence. C'est-à-dire qu'on n'est plus là à se dire, ok, j'enlève mes tics de langage parce qu'ils sont gênants. On dit, je vais remplacer mes tics de langage par un silence parce que le silence sera super profitable à mon public. Et du coup, on a vraiment une bonne raison de supprimer ces tics de langage. C'est qu'on crée vraiment encore plus d'attention de la part de son public. Donc, si je comprends bien, je remplace, je fais donc, si je comprends bien, et ça sert vraiment mon message aussi, ça permet vraiment d'asseoir ce que je dis. Ouais. Ok, super. Très très C'est bonne aussi, astuce. on parle souvent de charisme. On se dit, le charisme, c'est une notion, c'est un truc inné. Les gens qui ont du charisme, ils ont du charisme et on ne pourra pas leur enlever. Et les gens qui n'ont pas de charisme, ils pourront jamais avoir de charisme. C'est foutu pour eux. Et pour moi, c'est vraiment une erreur de dire ça parce que on, on renforce son charisme en faisant ce genre de choses, en étirant un peu les choses dans le temps et en assumant d'étirer les choses dans le temps. Ça se fait en rajoutant des silences, en parlant un peu plus lentement, en prenant le temps de regarder l'effet que ces paroles ont sur le public et en assumant cet effet, en ayant confiance en soi. Et la deuxième chose aussi, ça c'est une chose qui a été aussi remarquée, c'est la gestuelle. Des gestes un peu plus amples, des gestes qui montrent vraiment, qui illustrent ce qu'on veut dire. C'est aussi une des composantes du charisme. Et la troisième composante du charisme, c'est être capable d'être à l'écoute, de ne pas être seulement dans un truc à un sens, mais être à l'écoute de ce qui se dit en face et réagir par rapport à ce qu'il y a en face. Donc le charisme, ça peut se travailler, et justement ce travail sur les silences, sur la confiance en soi, sur la gestuelle, ce sont des composantes énormes du charisme. Super. Alors, est-ce que tu peux proposer une action aux personnes qui regardent et qui peuvent immédiatement mettre en place après l'interview? Alors, ce que je peux leur dire, c'est déjà la première chose, c'est si vous avez une prise de parole en public à faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, c'est de vous y atteler le plus tôt possible et de travailler vraiment le plus tôt possible en vous disant quel est mon message principal? Comment est-ce que ce message principal, je peux le structurer en plusieurs sous-messages et d'avoir ça, d'avoir ça prêt le plus tôt possible pour pouvoir répéter. Donc, une action, enfin 2 actions du coup, préparer, répéter. Et ça veut dire que le jour J, vous serez sur les rails. Et je sais pas ce que tu voulais qu'on parle aussi, mais du coup, moi j'ai écrit un e-book qui s'appelle Les 6 choses qu'on ne vous dit jamais sur la prise de parole en public. Alors du coup, sur ces 6 choses, il y en a une ou deux que je vous ai dites dans cette interview, mais il y en a d'autres qui sont essentielles en fait. Je parle par exemple de la seule chose qui marche contre le trac, c'est la répétition, ça on a déjà parlé. Je vous parle de l'erreur qu'on fait systématiquement avec PowerPoint, donc vous allez découvrir cette erreur. Je vous parle aussi de la phrase que vous ne devriez jamais prononcer en début d'intervention. On en a touché 2 mots aussi pendant cette interview. Je vais vous montrer aussi l'outil
pour savoir quoi faire de vos mains. Parce que quand j'anime des stages sur la prise de parole en public, il y a toujours des gens qui me disent mais je fais quoi avec mes mains? Ah ben voilà, là je vous propose un outil qui va vraiment vous permettre de savoir quoi faire avec vos mains. Je vous dis comment tirer parti de vos tics de langage, ça on l'a vu aussi, il y a le fait de les remplacer par des silences. Et puis je vous dis pourquoi vous présenter dans les premières secondes est contre-productif. Je détaille un peu plus cette histoire de la première impression qu'on renvoie, elle est super importante. Voilà, donc c'est un e-book que je vous propose en téléchargement sur mon site web. Je suppose que voilà qu'on pourra indiquer l'adresse. J'ai dit 2 fois voilà dans cette dernière phrase. Ça veut dire que ce tic de langage, j'ai réussi à l'effacer, mais qu'il est quand même toujours un peu là. Donc qu'est-ce que j'aurais dû faire plutôt que de dire voilà, David? Un silence. Voilà. Ça c'était le plus beau des voilà. Super. Oui, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran si vous êtes sur un navigateur. Et si vous êtes sur mobile, je vous invite à regarder la description de la vidéo. Voilà. Merci Pascal pour ces nombreux partages. Avec plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. En tout cas, avec le Carrefour des Réussites, tu es le bienvenu quand tu veux. Continuons merci. Comment ? Merci beaucoup. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci David, au revoir, à bientôt. Salut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube et rendez-vous sur carrefourdesreussites.com pour recevoir vos invitations à de nombreuses webconférences organisées par le Carrefour des Réussites.